C'est comme vous voulez, on est bilingue. ما تحقرونا شلون لا هو قال مرحبا بكم. Je le dis en arabe. Donc, c'est à moi que... Quand tu commandes, quand tu es dans le pouvoir, ça ne s'arrête pas. Et nous avons... Ouais. Alors, c'est il y a quelques mois, elle n'arrêtait pas de poéter, si le verbe existe, et on s'est juré de la ramener, et c'est Madame Amelouk qui s'est chargée de ça. Sauf que maintenant, elle est là, c'est à moi qui va refiler le cadeau. Interdit de rigoler. Et je vais très rapidement vous et pour ne pas priver le public de ce qu'on me dit être quelque chose de très 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 goûteux, très intéressant, et on en parlera plus tard quand vous aurez fini. C'est à vous d'abord. Voilà. Alors, merci, Monsieur le Secrétaire Général, chère assistance, chère poétesse et autrice, Madame Rim Batal. Alors, j'ai le plaisir, je suis très ravi de rencontrer déjà Rim Batal. Je l'ai connue en tant que poétesse, mais aujourd'hui, ça fait 2 jours que j'ai lu son roman à la demande de la Fondation pour modérer cette rencontre, et je viens de lui dire tout à l'heure, avant le début de la rencontre, que voilà, j'ai vécu un plaisir particulier. C'était très agréable de lire ce roman, bon, qui est déclaré ou autoproclamé comme premier roman, mais à mes yeux, vu sa maturité, moi je crois que c'est un roman qui a de l'expérience, voilà, qui a des années derrière lui, peut-être de lecture, d'expérience de vie. En tout cas, c'est un roman qui sort des clichés et des stéréotypes auxquels on est habitué quand on lit une certaine littérature marocaine, particulièrement de langue française. Alors moi, j'ai préparé un petit papier avant de poser des questions à Rim Batal et donner la parole à la salle. C'est une lecture que j'ai intitulée Toute femme est un narcisse déchu, hein, puisqu'on a dans le titre Je me regarderai dans les yeux, avec la certitude justement de se confronter, de faire cette rencontre très dure avec soi. Mais il y a un sous-titre que j'aimerais ajouter, c'est que le roman nous apprend une chose sûre, c'est qu'il est difficile dans certaines sociétés d'être femme. C'est une condition, c'est un sort très très dur à assumer, à subir. Et à partir de ce titre qui évoque bien, à bien des égards, le mythe qui s'est tellement de Narcisse qui s'est tellement aimé qu'il s'est perdu dans son image, dans son amour de soi. Je veux dire tout simplement dans ses yeux. Et l'histoire des femmes est faite ainsi. Elle est l'histoire du regard, comme une peinture, comme une œuvre d'art tantôt surveillée, tantôt contrôlée, souvent interdite et prohibée. Comme si la vie se résumait à ce moment vécu dans le creux de l'intimité d'une jeune fille, fumant une cigarette à la fenêtre de sa chambre.
Bien sûr, c'est un espace qui m'a intéressé. Hein. La fenêtre, c'est la volonté d'être dehors, mais on est encore dedans. On est en quelque sorte incarcéré. Mais il y a cet esprit d'évasion, ce vouloir réaliser la fugue. À cet âge de jeunes qui transgressent déjà la doxa. La tyrannie de la majorité, comme disait l'autre, incarnée par la fureur maternelle et libérée par la fugue de la narratrice. Donc cette jeune fille qui a 17 ans, l'âge des romances, l'âge des poèmes, de celui qui a tout écrit tout en étant jeune, Arthur Rimbaud, qui a arrêté d'écrire de la poésie à l'âge de 19 ans, c'est l'âge où l'on n'est pas sérieux. Mais le sérieux est déjà là, devant ses yeux. Il devra produire un certificat de virginité. Un sujet très tragique, très sérieux pour une jeune fille. Un examen forcé. Donc c'est le récit d'une révolution intime. Et à l'instar de sa poésie, moi je crois que son récit, il est impoli. Il est fait de zeugma, de déconstruction syntaxique, des fois. Il détruit la syntaxe, justement, française. Et une narration audacieuse, certes, qui sait battre en brèche les figures mythifiées par la tradition, à commencer par la figure maternelle qu'on a toujours associée à la tendresse, qu'on a toujours associée, peut-être à tort, à la douceur, à la protection. Mais il y a une duplicité, il y a un dédoublement dans cette figure. Mais on ne peut pas le dire. Voilà. Donc il interroge le corps, le monde, les jeunes filles en feu, comme on dit. C'est une fille. Il faut dire que c'est une enfant, trahie par les adultes, détruite par ceux qui sont censés aimer. Un récit des premières fois, comme si on adhérait à l'univers de Cioran, Émile Cioran, grand écrivain romain qui a écrit en français, qui réduit le bonheur à l'unique et seule fois. Il y a un seul moment où on était heureux, on l'a perdu, c'est le moment prénatal. Dès qu'il y a naissance, il y a l'inconvénient d'être né. Donc c'est le mal de naître, c'est le mal de vivre. Voici le catalyseur qui précède à la genèse d'une femme, d'une artiste, d'une écrivaine. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit tout à l'heure, Alim, c'est qu'à un certain moment, il a cité une belle expression de Marguerite Duras. Il dit, alors, être écrivain ou être écrivaine, vouloir écrire, c'est une idée d'enfant qu'on ne prend pas au sérieux. Alors là encore, c'est sa première fois, parce que c'est un roman qui est commis où une jeune fille adolescente est réduite en parcelles sous le joug du matriarcat, non pas du patriarcat. C'est la peur du déshonneur, un thème qui rappelle justement, peut-être j'ai pensé à ça, c'est une question que je lui poserai tout à l'heure, qui m'a fait penser à la période anté-islamique où l'on enterrait les jeunes filles vivantes. Voilà, c'est par peur justement de cette mauvaise réputation éventuelle et ce mal de déshonneur. Et donc être fille ou être femme, c'est en quelque sorte être coupable, c'est avoir tort. Une source potentielle de déshonneur social, de morale publique au sein de la tribu. Et on connaît le verset coranique qui décrit un père à qui on vient d'annoncer la bonne nouvelle, parce que c'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle, mais qui devient tout de suite un drame, parce qu'il est obligé, il doit enterrer cette vie vivante. Voilà, parce qu'il est candidat justement au déshonneur. Donc cette violence est encore infligée aux filles, que Bourdieu appelle la violence symbolique. C'est une violence qu'on voit pas, c'est une violence implicite, tacite dans la société, qu'on appelle des fois morale, qu'on appelle des fois tradition, figée, inchangeable, ainsi de suite. Donc le roman met en exergue, pour célébrer peut-être la résilience des femmes, métaphorisée par la cigarette de rébellion. Une cigarette, c'est un motif narratif pour dire non, c'est un cri. Voilà, c'est le rejet justement non seulement du certificat de virginité, comme je dis, c'est un prétexte, c'est un détail qui n'est pas de taille commande. Et il faut dire que le roman met en scène cette jeune fille qui a grandi dans une famille aisée, dans un cocon d'enchantement romantique qui nous fait penser, peut-être la comparaison n'est pas toujours juste, mais en tout cas, qui nous fait penser quand même à Emma Bovary, ce rapport à la littérature échappatoire devant une réalité banalisée, dégradée. Mais on trouve vraiment un refuge dans ce qui est littéraire
La même chose pour Don Quichotte. Peut-être l'échec vers la fin, c'est ce décalage entre le monde idéal de la littérature et la réalité de ce monde. Un personnage féminin avec une vision, on va dire, édulcorée de la vie, qui se heurte aux amours contrariés, au mal de la réalité. Ce château de cartes s'écroule soudainement à cause d'une cigarette allumée à la fenêtre. Donc fumer une cigarette fait de ce roman quasiment un polar. On a affaire à un délit, un crime, celui de fumer à l'insu de la famille en compagnie de sa sœur, etc. Donc la mère, non sans exagération, oblige sa fille à un examen gynécologique, une expérience vécue comme une violation. C'est pourquoi il dit c'était la première fois qu'on me pénétrait. Cela n'a pas duré plus de 5 minutes, mais j'ai eu l'impression de passer une journée entière, les jambes écartées et nues sur cette table d'examen médical. Fin de citation. Donc ce moment est vu comme le déclin de l'innocence, c'est la fin de la pureté, c'est l'affrontement corporel et intime. Et il y a cette enfance immaculée qui va tomber, qui va chuter. Et une véritable prise de conscience en même temps du corps féminin, fragilisé par les autres, par la famille, par la société. Au final, il n'est plus intime, il est l'affaire publique. C'est un corps public, c'est un corps politique. La mère, de ce point de vue, il devient le bourreau. Alors c'est un bourreau qui nous aime, c'est un bourreau qui fonctionne, qui s'érige en gardien de la morale. Au final, je partageais tout à l'heure avec Rim, c'est que on a toujours pensé que derrière la société patriarcale, il n'y a que des hommes. Ben non, le roman nous enseigne cela. Derrière la société patriarcale, il y a aussi des femmes qui ont intériorisé ce système de valeurs et qui imposent, peut-être à leur insu, peut-être par reproduction, justement ces valeurs qui mettent au fond de la société les femmes. Donc au fil du récit, la figure maternelle prend une autre place, prend une autre dimension. Donc c'est un rejet, mais en même temps c'est un amour, c'est la haine. En tout cas, c'est l'ambivalence et c'est l'ambiguïté. Beaucoup de thèmes très présents dans ce roman que j'ai lu non pas en tant que universitaire, en tant qu'intellectuel, en tant qu'écrivain, pas du tout. Je l'ai lu comme lecteur qui considère que il y a d'abord le plaisir du texte, il y a d'abord le plaisir du roman. Voilà. J'ai rencontré des personnages, donc j'ai vécu la vie de cette adolescente justement, des douleurs, des épreuves, les monologues intérieurs d'une jeune femme. C'est vrai, avec tout le recul qu'impose un roman autofictionnel que j'écris à 40 ans, j'avais 17 ans que je l'ai vécu en tant qu'expérience, mais ce regard, il est très, très important. Donc déjà, le corps féminin comme champ de bataille, ce que j'ai appelé tout à l'heure la dimension politique de ce corps. Donc le roman, déjà, il s'ouvre sur ça, sur cette douleur d'accepter cette humiliation publique, avoir le certificat de virginité, etc. La mère, comme j'ai dit, la maternité en tant que vecteur, en tant que transmission déjà de la honte que j'utilise ici comme au sens de Jean-Paul Sartre, parce que la peur de la mort chez l'être humain, il vient en deuxième lieu chez lui. En premier lieu, c'est la honte, le sentiment. Personne n'a envie de vivre ce sentiment, surtout quand il s'agit d'une humiliation publique. Donc la relation mère-fille est au cœur de ce texte, entre amour, domination, blessure, et ça va jusqu'à la blessure narcissique. Et justement, la narratrice s'interroge sur l'héritage symbolique et religieux, en disant, par exemple, est-ce que l'adhésion totale à la même ligne éthique, à la même religion, au même désir, était une condition de l'amour? Là, l'écriture, il va devenir un moment de libération, d'émancipation. On a appelé tout à l'heure une idée d'enfant, non, c'est une idée qu'il faut prendre au sérieux. C'est une idée d'adulte. Voilà, pas une idée de mineur. Ce patriarcat également. Moi, j'adore un autre terme que patriarcat. Je te posais la question tout à l'heure, Alim, c'est le vériarcat. C'est pas le patriarcat qui exerce cette domination, mais c'est le vériarcat. Il y a cette virilité qu'on généralise et qu'on associe toujours à la force, qu'on associe toujours à la responsabilité, alors que la féminité est associée à tort, à la douceur, à la fragilité, etc. Donc, Rim, l'auteur dévoile la complicité, justement, symbolique, très implicite entre institutions, la famille et dans ce cas-là la médecine, la religion, dans la domination des femmes.
Mais ce qu'il ne faut pas oublier, quand on écrit en français, on réside en France, on s'adresse peut-être à un lecteur français, francophone, mais je crois que Rim n'est pas tombé dans ce cliché. Il n'a pas voulu plaire à un regard exotique en écrivant sur l'érotisme, sur la sexualité, l'expérience d'émancipation de femmes. Pas du tout. C'est une maturité, comme j'ai dit au début, qui va au-delà de ce qui est politique, de ce qui est politique. On a affaire à une recherche d'émancipation, mais qui est porteuse d'identité. Les expressions en dialecte marocain qui sont partout dans le texte, moi je crois que c'est une manière de dire que voilà, qu'on écrive en français, qu'on écrive en arabe, qu'on écrive en amazigh, qu'on écrive en anglais. Aujourd'hui, il faut écrire un beau texte, un texte littéraire, parce que des fois on parle fréquemment, souvent de thèmes, mais on oublie la littérature. Lis l'œuvre d'art dans ce roman. Moi, je trouvais vraiment voilà du style. Je trouvais vraiment cette syntaxe personnelle. Peut-être, c'est une autre question à lui poser, c'est la migration du poète. Quand le poète écrit du roman, moi je crois qu'il a une particularité. Il y a une particularité chez les poètes. D'ailleurs, son style peut mêler carrément l'oralité, là on parlait des expressions marocaines, des phrases hachées, comme on dit, le lyrisme cru, mais parfois comique. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'humour dans ce roman. Alors que le sujet est sérieux, le sujet est tragique, mais il ne dramatise pas. Au contraire, la meilleure manière, peut-être, comme a dit, je le recite encore une fois Émile Cioran, il a dit les humoristes sont des pessimistes. L'humour, voilà, nécessite une noirceur. Non pas. Seuls les optimistes se suicident. Pour continuer sa citation, justement, l'humour, c'est l'affaire, je crois, des âmes blessées. Et c'est le cas dans ce roman. Et donc il y a cette quête d'intégrité, ce regard direct sur soi. Je me regarderai dans les yeux après des années de silence imposé. Voilà. Donc c'était la première fois. Là aussi, c'est la violence de la découverte. C'est-à-dire, on a toujours parlé de roman d'initiation, de grande initiation, mais là, l'initiation, elle est faite de manière très brutale, de manière très frontale. Voilà, on apprend dès la première fois, et on va perdre l'innocence dès la première fois, on va faire l'exploration du corps dès la première fois, etc. Et donc, cette honte sociale également qui va mettre le personnage féminin en miettes pétrifiées, comme dit la romancière. Mais de l'autre côté, il y a non seulement la résistance, mais là aussi la résilience. J'avais accepté de faire ce test de validité pour qu'ils se sentent tous comme des cons. C'est une manière de sortir la langue, comme on dit, voilà, à la doxa. Et l'identité, Batal, version dégoûtée de la vie, mais toujours à fabriquer de la joie au fond de moi-même. Voilà. Et puis, il y a plus que la résistance. Pour ne pas réduire le personnage, l'enjeu, il est beaucoup plus grand. Il s'agit de résilience. C'est-à-dire que je vais mourir debout. C'est ça, la résilience. Et donc, c'est un texte, il faut le dire, nécessaire sur la condition féminine, mais c'est pas une femme qui fait de la résistance, mais à partir de ce qu'on appelle un lieu de prise de parole, pas à partir de la faiblesse, pas à partir de la fragilité, mais à partir de l'égalité, mais à partir de la force. Voilà, c'est ça le cri particulier de ce personnage, c'est que il ne se défend pas, il n'est pas dans la défense, il est dans la résilience, il est dans le vouloir s'émanciper. Et c'est pourquoi la fenêtre, c'est pas le balcon, hein. La fenêtre, c'est pas le dehors complètement, c'est pas une marge d'espace qui sort comme ça d'un appartement, ou d'une maison, pas du tout. La fenêtre, c'est pouvoir vraiment avoir son espace sur le dehors pour continuer le voyage. Et c'était une longue fugue. Voilà, je vais pas être très long. Je vais résumer. Je passe directement peut-être aux questions. Et la première, c'est par rapport à justement ce rapport au lecteur français. On écrit sur un sujet quand même très sensible. Là, c'est la virginité, c'est la femme, c'est la condition féminine. Mais ce que j'ai senti, peut-être que j'ai raison en tant que lecteur, c'est que vous ne prenez pas en considération le lecteur français, vous écrivez au lecteur, c'est-à-dire vous faites de la littérature. On commence par parler de cette réception éventuelle, mais la question est importante et intéressante en effet à partir du moment où c'est un texte que j'ai écrit en français, qui a été publié en France dans une maison d'édition française,
et donc présentée à d'abord un lectorat français. Et ça, c'est une chose que j'ai eu en tête dès le début de l'écriture de ce texte-là. Parce que en tant que poétesse, j'ai déjà été lue par de nombreuses personnes et notamment en France principalement, et j'avais envie d'éviter certains écueils, notamment déjà quand en écrivant, j'ai voulu écrire à partir du point de vue de cette jeune fille de 17 ans pour des jeunes filles de 17 ans d'abord marocaines au Maroc. La deuxième chose, tu as relevé justement les expressions marocaines en daléja qui parsèment un peu le texte, et j'ai insisté auprès de la maison d'édition pour qu'on ne les traduise pas. Je ne voulais pas de notes de bas de page, je ne voulais pas... voilà, je pense que les personnes sont... À partir du moment où on lit un texte, si on a envie de connaître une autre langue, on peut faire une rapide recherche. Je pense que voilà, si on est capable de lire un roman, on est capable de lire de la poésie, quand on écoute du rap, parfois on a des mots qui viennent d'autres langues et on va chercher, on trouve le sens que l'artiste a voulu lui donner, et on n'a qu'à apprendre à parler de la un moment. Je pense que ce n'est que justice, peut-être pas justice mais justesse en tout cas. Et j'ai voulu avoir ce parti pris-là, parce que en tant que lectrice jeune, quand j'ai commencé à lire, je lisais principalement des ouvrages français qui ont été écrits dans des environnements qui ne ressemblaient pas du tout aux miens, où il neigeait, où on fêtait Noël, où les maisons parfois étaient en bois, où il y avait une cheminée, etc. Et c'était pas du tout mon paysage, et je voulais que ça se passe dans une maison marocaine, qu'on soit dans un taxi marocain, qu'on soit dans le train au Maroc, parce que j'avais envie que cet environnement-là existe aussi en littérature. Je ne sais pas si c'est... Moi, quand je dis lecteur français, c'est une manière de dire voilà, qu'on n'est pas dans l'exotisme, qu'on n'écrit pas. Et ensuite, en fait, moi, dès la publication de ce livre-là, ma hantise, c'était qu'on essentialise aussi voilà, ce que vit exactement. Cette narratrice-là, et qu'on le réduise à un fait qui n'a lieu que dans un contexte, dans une société musulmane, arabe, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. Si on change la transgression initiale, qui est la cigarette fumée, par une autre sanction, ici dans le livre, c'est fournir un certificat de virginité, donc subir cet examen-là, par une autre sanction, je pense qu'on peut transposer le livre dans plein d'autres contextes, d'autres pays, et peut-être le traduire dans d'autres langues. Ce que j'essaye de comprendre et d'analyser à travers ce livre, c'est le système patriarcal, comment il s'insinue jusque dans les domiciles, comment lui intérioriser ces injonctions-là, et qui donc reproduisent ces violences patriarcales, et comment la violence s'exerce parfois à travers les mères, des femmes qui sont, des tantes qui sont censées protéger, jusqu'à examiner et contrôler les corps des jeunes filles de la manière la plus littérale qui soit, qui est cet examen gynécologique en fait. C'est un contrôle dans tous les sens du terme. Ouais. Mais n'oublions pas que fumer une cigarette, je ne sais pas si tu vas accepter mon interprétation, mais c'est un délit qui a été commis dans le harem, dans l'espace réservé aux femmes. C'est-à-dire qu'on est protégé, comme tu as dit. Il n'y a que la mère, que la sœur. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait châtiment, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait punition. Après, en fait, c'est un délit, une transgression qui dépend aussi beaucoup du contexte, parce que je pense que dans certaines régions du monde, ce ne serait pas ni un délit ni une transgression. J'étais à Beyrouth la semaine dernière pour le Festival du Livre, où toutes les femmes fumaient la chicha et ça ne posait problème à personne. Mais en fait, ici, dans ce contexte-là, dans l'environnement de cette jeune fille, c'est la transgression initiale. C'est pour ça que je disais, voilà, si on l'échange par une autre, je ne sais pas, ça peut être une jupe courte ou une jupe longue. Ou ce qui est incroyable, c'est le rapport aussi arbitraire entre fumer une cigarette, le rapport arbitraire entre la cigarette et le certificat de virginité. Alors ça paraît comme ça arbitraire, et c'est un peu l'idée en fait de montrer à quel point c'est absurde,
Mais en réalité, justement, dans le livre, on comprend un peu le lien. C'est que à partir du moment, on dit c'est à partir du moment où on a fumé une cigarette, en fait, qui vole un œuf, vole un bœuf, qui fume une cigarette, se constitue de la drogue. Je sais pas, en tout cas, c'est une étincelle qui allume l'imaginaire et on se met à se dire, voilà, si mon enfant est sorti du cadre, a fait un pas de côté du cadre, jusqu'où mon enfant est allé. Et là, le rapport ambigu aussi avec la mère, moi j'ai beaucoup aimé la traduction littérale que vous avez faite d'un adage marocain, je crois, c'est que l'amour paternel, il est fondé sur ce principe. Je te frappe et je ne laisserai personne te frapper. C'est incroyable. Voilà, il y a de l'amour, c'est de l'amour qui passe par la violence. Exact. Bien sûr. C'est normal. Et donc c'est pourquoi moi, quand j'ai parlé de la mère dans le roman, c'est une mère qui ressemble à un bourreau aimant, c'est un bourreau tendre. Voilà. Bien sûr, en plus, c'est ce que j'ai essayé aussi à travers ce livre, c'est qu'il n'y a pas de méchants, il n'y a pas vraiment de bourreaux, il n'y a pas de... ce sont des systèmes qui sont imbriqués, qui font que chaque personne se retrouve à tenir un rôle dans une société donnée, dans un contexte donné, et qui essaye de faire de son mieux pour remplir ce rôle jusqu'au bout. Cependant, ces rôles-là, comme celui d'être mère au Maroc, est un rôle qui est très très complexe parce que c'est l'extérieur, c'est un monde patriarcal, mais le domicile est matriarcal d'une certaine manière chez nous. C'est la mère qui impose les règles, c'est elle qui tient le foyer, c'est elle qui sont. C'est à elle qu'incombe la responsabilité de éduquer les enfants, de bien les tenir, d'en faire les meilleures personnes possibles. Et éduquer, chez nous, encore aujourd'hui, ça se passe aussi avec, corriger, parfois violenter, et cette violence-là, elle n'est pas questionnée vraiment. Même encore aujourd'hui, la sandalette qui vole, c'est tout à fait normalisé, et la sandalette, c'est un peu la partie un peu comique de cette histoire, mais cette violence, elle peut aller beaucoup plus loin. Parfois, elle s'exerce de plusieurs manières possibles. Elle n'est pas que symbolique, il y a la violence symbolique qui s'exerce aussi, et la violence psychologique qui s'exerce à travers le langage, à travers cette soumission qui est exigée des enfants, qui n'ont pas droit de citer, qui n'ont pas droit vraiment de donner leur avis, de contribuer à réfléchir à leur éducation. Enfin, je pense que les enfants ont souvent une intuition très très forte de ce qu'ils veulent et elles veulent être plus tard, un sens de la justice qui arrive très très tôt. Et parfois, je pense que c'est intéressant de les écouter aussi et de ne pas simplement les réduire au silence et en arriver au coup. C'est justement le titre, je me regarderai dans les yeux. Nous, on s'attendait, peut-être moi, je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être l'inverse, de regarder les autres dans les yeux. Alors, on comprend que c'est un moment plutôt de lucidité par rapport à soi. En fait, c'est un moment de lucidité par rapport à soi, parce que la narratrice finit par prendre le chemin qui lui semble plus juste. Elle n'arrive pas à regarder les autres dans les yeux parce que justement la violence ouvre quand même une blessure qui a la peau dure jusqu'à presque la fin du livre, mais qui lui permet de comprendre ces bourreaux, de comprendre pour quelles raisons, d'où vient cette violence, pour quelles raisons elle s'exerce et quelle violence ont subi avant elle sa mère, les tantes et peut-être beaucoup d'autres femmes justement. Avec ce rituel du drap nuptial qu'on sort donc sa mère lui fait l'aveu d'avoir subi quelque chose de similaire. Donc en fait c'est d'essayer de comprendre, en fait c'est plutôt une invitation à se regarder dans les yeux. Quand j'ai écrit ce texte-là, je me disais tout à l'heure que pour moi, je visualisais une lectrice jeune marocaine
mais je l'écris à la première personne du singulier en espérant aussi que cela permettrait à des mères de s'approprier ce jeu-là et de pouvoir être dans le corps de cette jeune fille le temps de la lecture. Que des hommes, que des pères puissent s'approprier ce jeu de la même manière et être dans le corps d'une jeune fille et ressentir la violence qu'elle subit, ressentir l'absence de choix qui se présente à elle. Parfois, pendant des rencontres, notamment en France d'ailleurs, on m'a dit pourquoi elle n'est pas partie définitivement. Ce serait un autre livre déjà. Oui, exactement. Celui-là. Et la deuxième raison, c'est parce que je ne voulais pas écrire un livre de fuite. Je ne voulais pas écrire un livre où on part de ce foyer, on quitte cette fenêtre, on quitte cette maison, on quitte ce domicile pour aller vers l'aventure et partir et voyager. Déjà, il faut un passeport et un visa, ce qu'elle n'a pas. Et c'est pas un roman lâche. C'est pas un roman lâche, en plus. Et voilà. Et justement, pour moi, c'était très important d'aller regarder de très près ce qui se passe dans l'intime, ce qui se passe à l'intérieur pour dénouer justement l'origine de ces violences-là, d'où elles viennent, qu'est-ce qui fait qu'on continue à les reproduire. Mais s'il n'y a pas quelque part dans ce roman, tu as parlé d'homme tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas une revanche? Il y a une sorte de vengeance parce que j'ai l'impression que tous les hommes de ton roman n'ont pas de relief, n'ont pas de caractère. Oui, ils ont qu'à avoir du relief s'ils veulent avoir du relief dans la fiction aussi. Ouais, si, quand même. On arrive à visualiser le personnage. Par exemple, la mère, je la vois, la tante aussi. Imen, la copine, je la vois, la sœur, vous voyez, la narratrice elle-même. Mais les hommes, j'ai l'impression que vous les avez effacés d'un... Bon, c'est une impression de lecteur, encore une fois. C'est pas juste l'impression. Non, je voulais, en fait, c'était... Bon, c'est pas une revanche, mais j'ai fait exprès. Il y a beaucoup dans la littérature, les personnages d'hommes très forts, très présents, en bien ou en mal, il y en a foison en fait. Moi, je voulais écrire un livre du point de vue des femmes, pour comprendre à quels endroits elles contribuent à leur propre enfermement, à leur propre soumission soumission tout à fait relative évidemment. À un système patriarcal. Et je voulais montrer à quel point aussi les hommes se mettent en arrière et délèguent l'exercice de cette violence-là aux mères. C'est ça que j'ai essayé de faire avec ce texte-là. Parce que je pense qu'elles ont un rôle très très important dans leur propre malheur et que c'est en l'examinant et en le regardant en face qu'on va réussir à se dire oui, en fait, en effet, peut-être que si je me fais la complice de mes filles et de mes garçons, si je me fais la protectrice et la garante de leur liberté, peut-être que le patriarcat, il va tomber demain. En tout cas, il tombe dans le roman. Hein. D'accord. Oui. En tout cas, c'est vrai, il tombe dans le roman parce que moi, je crois que la littérature, c'est le fait de donner la parole. Tu as donné la parole aux femmes, non pas aux hommes. Comme j'ai dit, les hommes ont une présence très pâle, très timide. On a l'impression c'est-à-dire on peut commettre un contresens facilement. Pas du tout. Je ne suis pas dans ça, mais je me dis, c'est une revanche, esthétique, littéraire, c'est-à-dire comme ce que tu as dit. Pendant longtemps, les hommes étaient là, étaient des personnages, étaient des héros. Là, il faut donner la parole aux femmes. Donc, on a l'impression que tu le fais exprès, que sur le plan littéraire. Hein, oui, complètement. Mais moi, j'avais envie, justement, vraiment, c'est vrai, pour le coup, c'est fait exprès, mais pas avec une intention de revanche. Il y a le motif de la revanche dans le livre, c'est vrai. Mais je ne vais pas dire à quel endroit et je vais te laisser le trouver. Mais, je voulais montrer à la fois comment, justement, des femmes qui ont de l'autorité l'exercent avec de l'excès, mais comment il y a aussi des réseaux de solidarité entre les jeunes filles de la même génération aussi. Parce que les personnages de l'amie Iman, de la sœur, la cousine, elles sont là pour essayer de protéger la narratrice, elles la consolent, elles la soutiennent du mieux qu'elles peuvent, en fait, à leur échelle, mais pour montrer aussi un exemple, c'est que, ok, on peut faire comme ça et ça cause du tort, mais on peut aussi faire comme ça et en fait, il va en être de la joie. Ouais. Alors il y a des moments parce que je dois donner la parole quand même à la salle, après je peux reprendre les questions. Il y a des moments
limite des expressions érotiques, il y a beaucoup d'audace. Mais moi, j'ai l'impression que tu ne vas pas plus loin. C'est-à-dire qu'il y a quand même de la pudeur dans ce texte. Il y a un silence là où il faut. Hein. Il n'y a pas de description là où il faut pas justement faire tout un dessin. Voilà. Donc, je voulais te poser la question sur la pudeur en écrivant. Est-ce que c'est de l'autocensure? C'est un choix? Je pense que c'est un choix. C'est une question intéressante et un peu complexe. Je pense que la pudeur dans ce texte, elle passe entre autres aussi par l'humour qui est dedans. C'est vrai. Parce que j'ai essayé d'éviter au maximum de tomber dans le pathos ou dans une histoire, dans un drama familial classique. J'avais envie que le personnage arrive à aller de l'avant, à rebondir grâce à l'humour, mais aussi grâce à la sexualité qui arrive que vers la fin, parce que je voulais aussi qu'il y ait une première fois et proposer une première fois qui est un peu inhabituelle. Et je ne vais pas vous spoiler, je vais vous laisser lire l'épilogue. Et du coup, à la fois, il y a une grande pudeur autour de cet acte-là, mais une forme de crudité, je ne sais pas si c'est le mot, quand il s'agit de l'examen médical. Parce que c'est là où vraiment les mots sont dits, où voilà, les jambes sont écartées, on a les pieds dans l'étrier. C'est une description assez froide et clinique, mais voilà, enfin, je fais confiance aux personnes qui lisent, je fais confiance à leur intelligence, et j'essaie aussi de laisser un espace pour que les personnes qui lisent puissent aussi apporter quelque chose. Et ça, je pense, c'est un héritage de la poésie. On ne livre pas la totalité. Exactement. Voilà, sinon... Oui. Sinon, c'est trop quand on reçoit tout, en fait. Je pense que c'est ça qui est beau aussi avec la littérature et avec la lecture, c'est qu'on contribue aussi, qu'on a une part de projection et de co-construction du texte avec... avec l'invisible, il faut composer avec l'invisible aussi. Ouais. Et là, on parle de la littérature, mais on parle de l'artiste, le personnage qui voulait être artiste, écrivain. Tout ce que la mère ne voulait pas. Moi, ça m'a fait penser à une citation. Ah, exactement. Là, c'est une revanche. C'est vrai. Comme a dit Petzelheim, l'écrivain allemand, il a dit « Je vis de tout ce que les autres ne savent pas de moi ». Moi, je crois que c'est ça, une véritable identité, l'idée d'enfant hein, dont on a parlé tout à l'heure. Et réellement, est-ce que la littérature, c'est ça aussi? C'est thérapeutique, c'est une alternative. Je parle des femmes, bien sûr. Pas que des femmes, je pense oui, que particulièrement vu la ça nous condition. permet d'avoir une plus grande marge de manœuvre sur la vie, à la fois quand on écrit, mais aussi quand on lit, parce qu'on choisit ce qu'on va lire. C'est pas quelque chose qu'on subit de manière passive, comme on regarderait la télé, par exemple. On sélectionne les livres vers lesquels on va, on les choisit en fonction de ce qu'on a envie de savoir sur soi aussi et sur le monde. Et ça nous permet de pousser un peu les murs tout en cultivant une intériorité, tout en développant, enfin ça nous permet de développer notre empathie aussi. Je ne sais pas si je suis en train de répondre à la question, j'ai l'impression de partir à côté de là. Oui, c'est l'objectif justement, c'est de partir vers un autre monde, c'est le monde de la littérature. Moi je crois que ça fait l'équilibre avec... la réalité est vécue par le personnage, c'est-à-dire le projet qu'on ne prenait pas au sérieux chez le personnage, qui devient le véritable projet, la véritable vie, hein, quoi. Oui, parce que je pense aussi que le fait de vivre ce que j'appelle un peu un accident de la vie, comme ce que vit ce personnage-là dans le livre, ça ouvre, ça fissure, mais ce sont des brèches par lesquelles s'introduit une lumière nouvelle. Qui nous permet de nous éclairer d'une autre manière et de mieux se comprendre, mieux se connaître et aller vers soi. Et c'est ce que fait le personnage, parce que finalement, il ne serait pas arrivé ce qui lui est arrivé dans le livre, elle aurait suivi le chemin tout tracé, comme c'est écrit dans les premiers chapitres. Cette projection sur ce que doit être la vie, comment ça va se passer, faut trouver un mari, faire des études, trouver un mari, des enfants, etc. Et suivre un chemin tout à fait classique qui n'est pas exempt de difficultés ou d'embûches non plus, mais voilà. Mais cependant, là, elle retourne vers cette idée d'enfant qui est celle d'écrire, celle de devenir artiste, et elle y va jusqu'au bout, et finalement, sa mère finit par l'accepter.
Merci. Je donne la parole à la salle s'il y a des questions à poser à Halim. Merci Halim. La première question, c'est toujours la plus difficile, je trouve. Ouais. Sinon, on va vous désigner. J'aimerais vous poser la question sur votre transition de la poésie vers un roman d'écriture. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Et aussi, en parallèle, est-ce qu'il y a des différences, par exemple, à écrire une poésie versus un récit narratif assez long? Merci. Merci pour la question. Alors, de mon point de vue à moi, je n'ai pas vécu de passage très radical de la poésie au roman, parce que j'ai toujours un peu écrit dans les deux formats, mais je n'ai pas publié de roman jusque-là, en fait, parce que j'avançais sur des projets que je trouvais finalement pas suffisamment matures, parce que je n'étais pas convaincue et que je les mettais de côté, puis j'avançais plus vite sur la poésie et j'envoyais à mon éditeur qui me disait oui, et voilà. Et donc j'ai publié comme ça 8 recueils de poésie avant de publier ce roman. Cependant, moi, je trouve qu'il y a quand même une différence entre les deux formes d'écriture. En poésie, à la fois pour des raisons de style et pour des raisons pratiques. En termes de style, je pense qu'on a une plus grande liberté en poésie, en termes de forme, en termes de tout en fait. On peut jouer comme on veut avec les mots. À partir du moment où on sort de la poésie classique et de ses règles, on est devant un immense champ de possibles presque infini et c'est à la fois vertigineux mais aussi c'est très drôle, c'est un incroyable champ d'expérimentation. En termes de sens, de ce qu'on veut y mettre, etc., avec très peu de mots, dans un texte qui peut être très très court, on peut mettre énormément de choses et on peut donner la possibilité aux personnes qui le lisent de le lire de manière très différente en fonction du moment, de notre connaissance de l'œuvre ou de la démarche de la personne qui l'a écrit, en fonction de notre humeur. Des fois, moi en tant que lectrice, ça m'arrive de lire un poème, d'aimer ou pas, et puis d'y revenir plus tard, et puis de me dire, vous n'avez pas vu ça, ou alors je vais y trouver de la joie, ou je vais y trouver de la tristesse, ou de la mélancolie, en fonction aussi de comment je me sens. Et je trouve ça super avec la poésie. Avec le roman, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le temps aussi d'aller creuser dans la psychologie des personnages, de les faire interagir, de construire vraiment un monde en fait, alors que dans la poésie parfois c'est des atmosphères, c'est des suggestions, c'est des idées comme ça qui finissent d'être modelées par la personne qui lit, alors que le roman on trace, on fait une proposition et aussi on a plus de place aussi pour avoir des dialogues. J'aime beaucoup faire dialoguer les personnages aussi. Voilà, je pense que ça va, j'ai répondu. Merci. Si vous permettez. En tant qu'auditrice, parce que je viens d'écouter, j'ai pas encore lu, j'espère avoir le plaisir de lire votre roman, mais en écoutant la lecture de M. Serhan, j'ai constaté que vous faites une sorte de reproche à une telle situation, à un tel acte qu'il fait, mais est-ce que en essayant d'écrire, en essayant de vous regarder, est-ce que vous n'êtes pas penché vers d'autres lieux, d'autres situations, que moi je trouve que c'est plus clément, alors que pour vous c'est cruel, que cette demande de ce certificat de virginité vous offense autant que, alors que si vous êtes dans une autre société où on fait la circoncision des femmes, c'est encore plus cruel. Est-ce que vous êtes mise dans ce contexte de voir l'autre, de voir d'autres sociétés, et une petite comparaison qui peut vraiment apaiser en quelque sorte cette douleur, cette cruauté que vous voyez dans ce reproche, dans le reproche aussi à votre maman, que moi je vois que ce n'est que la porte-parole d'un monde d'hommes, et que l'homme souvent, il y a aussi cette pudeur que l'homme il ne peut pas vraiment s'adresser à sa fille. Donc la pudeur, elle est là même
même si l'homme, il est vraiment, on peut dire qu'il est, qu'il porte en lui cette notion de force, c'est ça ce que j'ai voulu juste savoir. Est-ce que vous avez fait cette lecture, cette vision, en se penchant de votre fenêtre? Est-ce que vous n'avez pas essayé de voyager encore davantage vers d'autres sociétés que il y a qu'en 2024, j'étais surprise au sein des Nations Unies, on plaidoit qu'il y a encore à notre ère, à notre temps, encore des sociétés qui font des circoncisions dans un monde arabe aussi. Donc je vois que c'est plus clément de demander un certificat de virginité que de faire une circoncision. Merci beaucoup. Merci pour votre question. En fait, je pense pas que ce soit pertinent de comparer les oppressions, parce qu'en fait, il y a toujours pire, il y a toujours mieux, il y a toujours pire. Il y a la circoncision des femmes, il y avait l'oued justement, où les petites filles n'avaient même pas le temps d'aller faire un certificat de virginité, en fait, elles étaient enterrées vivantes à la naissance. Il existe tellement de manières d'oppresser, d'opprimer, d'assassiner et des femmes et des hommes et des enfants, etc. Mais moi, j'ai choisi d'aborder ce sujet-là. Donc déjà, c'est un choix. L'autre volet, c'est que, et que j'ai dit dans des émissions en France, c'est que initialement, cette histoire de certificat de virginité, c'était censé permettre aux femmes de sortir de chez elles. C'était censé leur permettre d'aller faire des études, voyager, etc. Ce qui était par exemple le cas de femmes plus âgées que moi qui m'ont raconté ça, c'est que leur mère, donc la génération de nos grands-mères, leur disait « Ok, Benti, je te laisse partir en voyage ou aller faire des études dans une autre ville, mais quand tu reviens, on va faire un certificat de virginité. » Voilà, c'était une sorte de... Voilà, c'était une manière de négocier une liberté. Mais ce n'est qu'un sursis au final. Mais justement, c'est un outil qui a double tranchant, parce que finalement, ça a été inventé pour qu'on puisse circuler plus librement, mais finalement, ça se retourne contre nous et ça devient juste un outil de contrôle comme un autre. Et c'est ça que j'ai voulu essayer de mettre en avant dans ce livre, et pas de dire oulala, c'est le pire drame possible. Non, c'était vraiment, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment un prétexte pour aller comprendre quel est le rôle des femmes dans l'oppression des jeunes filles, comment on peut s'en sortir, qu'est-ce qu'on accepte ou qu'est-ce qu'on n'accepte pas, parce que finalement l'héroïne du livre, elle finit par accepter de se soumettre à cet examen. Pourquoi elle a accepté? Qu'est-ce que ça lui a permis de faire? D'où ça vient? Qu'est-ce que sa mère a vécu, etc. Donc je pense que d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, peut-être que le personnage de la mère est peut-être diabolisé. C'était pas du tout ni mon intention ni l'intention de M. Serhani. Monsieur. Mais c'est pas le cas en fait. Quand on lit le livre, à la fin, au bout d'un moment, on se rend compte que la mère est aussi un personnage qui est sensible, qui est tout en fragilité, qui a elle aussi, elle a cru bien faire, et voilà. Mais voilà, l'enfer est pavé de bonnes intentions et de certificats de virginité. Félicitations. Merci. J'ai une autre question. J'appartiens à une génération qui a vécu cette histoire du certificat de virginité. Je suis médecin de formation. Et j'ai beaucoup pratiqué en milieu rural en plus. Et j'ai souvent assisté à des situations de déflagration de famille. Parce que les familles qui se tapent dessus, là, qui sont invectivées, passent en tout cas autour de cette grande suspicion, ou de ce grand point d'interrogation, est-elle oui ou non vierge, ou est-ce qu'elle était venue vierge, etc., etc. Et des fois, c'était la seule façon de mettre fin à cette discussion, c'est que les médecins disent allez voir la ville en face. Donc ça a vécu longtemps, ces histoires. Et ça a été remplacé par d'autres choses par la suite. Et à chaque fois, on a trouvé une autre façon. Et on continue à en trouver de ces façons. Mais pour contourner, pour éviter ces situations dramatiques où, quand on ne l'est plus
c'est des crimes d'honneur. Là, quand on l'est, bon, ça règle beaucoup de problèmes. Et cette histoire-là n'a jamais été tranchée correctement. Nous avons parlé tout à l'heure de tout ce qui est amputation et ça continue. Ça continue aujourd'hui. Faut-il, oui ou non, c'est vrai que maintenant les médecins ne cèdent plus à cette histoire et qu'en France, par exemple, c'est un délit, donc il n'y a plus de discussion. Un délit depuis peu, parce qu'en fait, c'était une pratique qui se faisait quand même jusqu'à sous la pression, sous la pression des populations, des familles, etc., etc. Mais vous avez vécu ça autour de quelle période? Donc c'était. C'est le personnage. Je sais votre personnage, mais je n'ai pas dit. Qu'est-ce que vous avez compris? C'est votre personnage. Voilà. C'est le personnage qui a vécu. Oui, je sais. Je sais, j'ai compris. Je ne connais pas bête. Et puis, si moi je n'ai pas compris, notre a bien expliqué. Mais c'était-à-dire qu'il y a quelques périodes, les gens étaient encore pudiques et c'était pas possible de. Ça doit être vers les années 15. Ok. Merci beaucoup pour ce. Oui, plein de choses aussi par rapport à cela, par rapport au drame qui est introduit dans une famille très correcte, très calme, etc. Une situation comme celle-ci. Et aujourd'hui, on continue à les avoir. Hélas. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'ai envie de te demander de nous lire un passage, c'est possible. Et je t'impose pas un extrait en particulier, mais j'aime beaucoup celui-là. Après, c'est à toi de... Celui-là? Ma mère, c'est ça? T'es folle, quelque chose comme ça. Ouais. Ah, mais tu commences là où tu veux. Ouais. C'est le moment où la narratrice va se réfugier d'abord chez une amie qui est sa voisine. Et donc la mère de son ami Iman lui dit « Il faut que tu rentres chez toi, ma fille. » « Quoi, tu rigoles ?» s'écria Iman en me tenant le montant pour montrer mon visage et mon cou accidenté. « Elle est folle, sa mère. T'as vu ce qu'elle lui a fait ?» Ma mère était certes folle alliée avec les lourdes chaînes de Buya Omar. Mais je n'appréciais pas trop entendre les autres le dire. J'eus presque envie de me bastonner avec Iman, de lui asséner un petit coup de boule vite fait bien fait, mais au vu du contexte, je n'avais pas trop intérêt à me mettre à dos l'unique amie qui me tendait la main. « C'est tout de même ta mère, dit la mère d'Iman en s'adressant à moi. Rentre chez toi et demande-lui pardon. Baise son front, ses mains, ses pieds. Le paradis est en dessous. Elle te pardonnera. » Je dois faire quoi? Je suis timide. C'était ça le passage? Je Oui. autre chose. Non, c'est le même extrait. Et donc, merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, madame Fatiha, qui était responsable de cette rencontre. Merci de m'avoir invité. Merci Rim pour d'avoir produit un tel roman et d'avoir répondu à mes questions, aux questions de la salle. Voilà. Et je vous souhaite bonne soirée. Merci à toi pour cette belle lecture. Merci beaucoup. Merci à la Fondation Hassan, à toute l'équipe de m'avoir invité et d'avoir organisé cette belle rencontre. Excellent.